La répartition inégale des terres, la crise alimentaire, la baisse de la natalité, les critiques concernant l'attribution de la citoyenneté, les obstacles à l'application des lois, les accusations d'anti-républicanisme, tout cela existait déjà dans la Rome du IIe siècle avant notre ère. Deux hommes, Tiberius et Caius Gracchus, qu'on va appeler les Gracques, et qui étaient sacro-saints tribuns de la plèbe, ont tenté de résoudre la situation. La plèbe, grosso modo, ce sont les Romains qui sont de basse extraction. Ces Romains pouvaient se rassembler en comices, c'est-à-dire en assemblées, et à la tête des assemblées de la plèbe se trouvaient des tribuns, qui étaient sacro-saints, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas être inquiétés juridiquement. Eh bien, Tiberius et Caius Gracchus, les Gracques, ont été tour à tour tribuns et ont pu s'opposer au vote du Sénat, ce qu'on dit souvent, mais surtout ils ont pu proposer des lois. Du côté sénatorial, face à la plèbe, on retrouve ce qu'on appelle la nobilitas. Alors généralement, on rend nobilitas par noblesse. Je dis bien on rend parce que c'est pas vraiment une traduction, c'est plus une espèce de translittération. On reprend les lettres latines et puis on regarde ce qui ressemble le plus en français. Pour faire très simple, la nobilitas, ce sont les gens de très haute extraction cette fois-ci, qui ont accès au siège dans le Sénat. Et ça compte pour beaucoup, parce que le Sénat à Rome, c'est l'assemblée qui décide de tout. Voyageurs de passage, fraternité, amis, généralement quand on parle des Gracques, on ne parle que de l'aspect agricole. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'ampleur de la crise institutionnelle qu'a traversée Rome à ce moment-là, parce que cela pourrait nous inspirer pour résoudre nos difficultés actuelles. Nous allons procéder comme à notre habitude, c'est-à-dire commencer par remettre les choses en contexte. Comment est-ce que la péninsule italique en est arrivée là? Rome a eu une grande rivale, Carthage. Carthage, pour faire simple, est au départ une petite colonie tunisienne, enfin, dans l'actuelle Tunisie plutôt, et qui va prendre de l'ampleur jusqu'à s'autonomiser, devenir une grande rivale de Rome, une rivale sur les mers, une rivale dans le commerce, et bien sûr dans les armées. Trois guerres dites puniques ont opposé Rome à Carthage. Loin de moi l'idée de vous faire un résumé de ces guerres, nous allons prendre ce qui nous importe le plus. La troisième guerre, déjà, on va la mettre de côté. Pourquoi? Parce que Carthage est réduite à peau de chagrin. En fait, ce qui est le plus important pour nous, ce sera la deuxième guerre punique, qui a eu lieu entre 218 et 201 avant notre ère, guerre durant laquelle Hannibal, avec ses éléphants, a traversé les Alpes. Vous avez forcément entendu parler de cette histoire, l'épopée d'Hannibal Barca. C'était un brillant tacticien, à la tête de son armée polyvalente et grâce à sa rapidité d'exécution, il a remporté de nombreuses victoires dans la péninsule italique et, quand bien même les Romains ont gagné la deuxième guerre punique, les dégâts dans la péninsule sont absolument monumentaux. Je vais vous donner un exemple qu'on donne toujours, c'est la fameuse bataille de Cannes, une grande défaite romaine. Les Romains y perdirent 70 000 hommes, tandis qu'Hannibal n'y laissa que 6 000 hommes. Les conséquences de cette deuxième guerre punique vont façonner la vie politique romaine. Le pater familias, qui était un soldat, est souvent mort au combat, ou bien il a quitté sa campagne en la vantant pour 4 livres, parce que ses gens et sa maison ont été dévastés. Mais cela, nous allons y revenir. Ce qui est important pour le moment, c'est de s'interroger sur une question fondamentale. Le droit et la terre à Rome, comment est-ce que ça marche exactement? S'il est une chose et une seule à retenir de la société romaine, quelle que soit son époque, c'est que c'est une société du ius. Ius en français, cela signifie le droit. Alors oui, ius a donné justice, justifiable, juste, etc. Mais vraiment, la traduction de ius, c'est droit. Les Romains eux-mêmes s'appelaient les Quirites. Et donc, le droit dont nous allons parler ici est le droit quirite. Parce que oui, les autres cités de la péninsule italique, qu'on appelle les cités pérégrines ou étrangères, eh bien, ces cités avaient leur propre droit. Et quand bien même Rome a soumis ces cités, il ne vient à l'idée de personne d'imposer le droit romain à la péninsule italique.
Dans ce monde du droit qui rite, du droit des Romains proprement dit, si je puis m'exprimer ainsi, qui possède la terre? Eh bien, c'est comme en France à l'heure actuelle, le citoyen peut être propriétaire de sa terre et le gouvernement aussi possède des terres. Le citoyen qui possède sa terre, c'est le pater familias, le père de la famille littéralement. Ce qu'on entend par familia à Rome, ce ne sont pas seulement les parents et les enfants. C'est vraiment toute la maisonnée, avec les serviteurs et même les biens. Et là, il y a encore une chose à retenir sur le sujet. À Rome, pour le citoyen, le prestige vient de la propriété de la terre, pas de la monnaie sonnante et trébuchante. En fait, à Rome, si jamais vous recherchez à trouver une politique monétaire sur le long terme, je vais vous aider tout de suite, ça n'existe pas. On frappe la monnaie en cas de nécessité pour payer les soldats ou pour donner du travail aux désœuvrés en faisant des grands travaux. Dans cette continuité-là, le pater familias, à partir du moment où il a un droit de propriété sur sa terre, n'a absolument pas à être inquiété, sauf s'il trahit Rome, ce qui est gravissime. À ce moment-là seulement, il peut y avoir expropriation. Passons à présent aux propriétés terriennes du gouvernement romain. On parle de l'ager publicus. Ager, comme dans l'agriculture d'ailleurs, signifie le champ, bien sûr, mais désigne de manière générale les campagnes. Et publicus, c'est public, c'est-à-dire ce qui concerne l'ensemble des citoyens. Publicus, en droit romain, s'oppose diamétralement à privatus. Mais cela, on y reviendra. D'où vient la guerre publicus? C'est assez simple, il vient des conquêtes de l'armée romaine. Par exemple, la péninsule italique, à l'époque des Gracques, en 140-130 avant notre ère, et même avant les guerres puniques, est entièrement conquise. Et pourtant, la guerre publicus va s'accroître. Deux phénomènes vont concourir à cela. Le plus évident, c'est la baisse démographique suite à la deuxième guerre punique, c'est-à-dire que les pater familias qui étaient enrôlés dans l'armée sont pour nombreux tombés au combat, et leurs terres reviennent à ce moment-là à l'État, c'est-à-dire qu'elles intègrent la guerre publicus. Mais il n'y a pas que cela. Certaines cités pérégrines se sont opposées à Rome. Elles ont été très sévèrement châtiées, nous y reviendrons, et entre autres, il y a eu à ce moment-là confiscation des terres de ces cités pérégrines, qui elles aussi furent intégrées à la guerre publicus. C'est comme ça que la guerre publicus peut augmenter sur un territoire qui, lui, est limité et ne s'agrandit pas. Une question se pose, que faire de la guerre publicus? Eh bien, le gouvernement romain a trois solutions, et je vais commencer par celle qui certainement échappe au plus grand nombre d'entre vous. La première, c'est la création des colonies. Mais attention, les colonies à l'époque ne désignent pas la même chose que les colonies françaises qu'on a installées dans le monde autrefois. La colonie à cette époque-là, c'est une espèce de micro-cité-garnison. C'est en fait une petite institution militaire qu'on va répartir sur le territoire de la péninsule italique en des endroits stratégiques pour protéger Rome. On y envoie d'anciens soldats qui savent se battre donc, et puis qui sont assez débrouillards pour y vivre et défricher la zone. Ensuite vient la mise en fermage, c'est-à-dire que le gouvernement romain met à disposition des terres que des citoyens vont pouvoir défricher et qu'ils pourront cultiver contre un impôt qu'on appelle le vectigale. En droit romain, cette mise en fermage et cette occupation de la terre, surtout, on l'appelle la possessio. Alors oui, ça ressemble à possession, mais non, ce n'est pas de la propriété. On occupe les terres contre un impôt. C'est très important. Enfin, le gouvernement romain peut redistribuer des terres, mais n'allons pas trop vite en besogne. Comment le gouvernement romain et en quelles circonstances redistribue-t-il des terres? La guerre a un coût. Surtout la deuxième guerre punique. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on demande aux citoyens les plus riches de prêter leur argent. Sauf que ces derniers n'en ont peut-être pas envie. C'est alors que le Sénat romain a eu l'idée merveilleuse de les contraindre à prêter leur argent. Ça a très bien marché, on a pu payer les soldats, sauf qu'à la fin de la guerre, les citoyens les plus fortunés sont revenus pour se faire payer rubis sur l'ongle. On peut les comprendre pour le coup. Que s'est-il passé? Le Sénat se rend compte que les caisses sont absolument vides. La cité est ruinée. Et là, ils ont une idée de génie.
Ils se disent qu'après tout, puisque la guerre publicus est aussi étendue, on n'a qu'à les payer en terre. Et les citoyens les plus fortunés de Rome, souvent des membres donc de la nobilitas, se sont frottés les mains à ce moment-là. Pour quelle raison? Eh bien parce que ces terres ne valent rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura prêté peu récupérera une très grande quantité de terres en comparaison. En plus, elles ne vont faire que prendre de la valeur par la suite. Vous voyez poindre à partir de ce moment-là notre problème dans l'inégalité de la répartition des terres. À cela s'ajoute une véritable injustice. Injustice au sens propre, c'est-à-dire ce qui va contre le droit. La plupart des membres de la nobilitas occupaient les terres de la guerre publicus, mais sans payer le vectigal. C'est ce qu'on a vu avec cette histoire de possessio. Il y en a même qui, à leur décès, léguaient ces terres comme si c'était un héritage. Vous allez me dire, mais que faisaient les tribunaux romains? Eh bien, il se trouve que dans les tribunaux siégeaient, je vous le donne en mille, ces mêmes membres de la nobilitas. C'est un cercle vicieux que les Gracques vont tenter de briser. Le juge, qui lui-même est un voyou. Que cultivait-on donc sur ces terres? Le pater familias, lui, s'adonnait à la polyculture. Cela suffisait à nourrir les membres de sa maisonnée. Il n'avait pas de volonté de s'adonner à de la spéculation. En revanche, les membres de la nobilitas, qui sont devenus de gros propriétaires terriens, eux, vont délaisser cette polyculture, dont la culture du blé, pour s'adonner aux cultures arbustives, celles de la vigne, celles de l'olivier. Alors ils ont les moyens de le faire, pour commencer, parce que ces plantes ne donnent certainement pas la première année, et ensuite ils vont pouvoir s'enrichir grâce à cela. Tout cela est bien beau, mais cela a mené effectivement à une crise frumentaire, qui vient de frumentum, et qui désigne grosso modo les blés, les céréales dans les champs. Et oui, ça a donné le mot froment en français. Or, il se trouve que les riches ont délaissé la culture du blé, et nous allons en voir les conséquences. Les denrées alimentaires cultivées ont donc changé, mais qui cultive les terres exactement? Les membres de la nobilitas sont affairés à Rome. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont embaucher de nombreux esclaves pour s'occuper de leurs terres. Et les citoyens, que deviennent-ils? Eh bien, ces citoyens vont suivre un exode rural, comme on peut le voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont quitter la campagne pour aller dans la ville. Et là, ils ont trois manières de s'en sortir. La première concerne les citoyens qui ne sont pas des Quirites, qui sont en fait des citoyens d'autres cités. Ils espèrent acquérir la citoyenneté romaine au prochain recensement. Sur un malentendu, on ne sait jamais. Il y a ensuite ceux qui, désœuvrés, espèrent la mise en place de grands travaux pour gagner leur croûte. Et puis, enfin, de nombreux citoyens romains vont espérer intégrer la clientèle d'un important patronus. Nous allons revenir sur ce système clientéliste romain. Pour résumer la situation, on a donc une diminution de la production du blé dans la péninsule italique et une densité de la population qui s'est accrue à l'intérieur de la ville. Cela signifie que le risque de famine est plus important. Les blés doivent être acheminés de l'extérieur. Alors, c'est la Sicile qui sert de grenier à blé à Rome, mais pas seulement. Ce sera aussi l'Égypte plus tard. Mais comme on fait venir le blé de loin, il suffit qu'il y ait une tempête, il suffit qu'il y ait un retard pour que le marché soit tendu. Maintenant que nous avons fait le tour du problème de la répartition des terres et de la production agricole, il faut comprendre que la crise n'est pas uniquement agricole. Loin de là, elle est institutionnelle. Rome a un système censitaire, un peu comme la France sous la 4e République. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au moment du recensement, vous intégrez une couche de la société romaine qu'on appelle une classe censitaire et vous l'intégrez selon la richesse que vous possédez. Si vous n'avez pas les moyens d'intégrer la plus basse classe censitaire, vous êtes compté comme capite censu. Vous êtes recensé par tête. Or, l'appauvrissement de la population romaine a eu des conséquences à ce niveau-là, puisqu'une part croissante de citoyens libres n'ont même pas pu intégrer la première classe censitaire. Et cela, croyez-le ou non, a une conséquence au niveau militaire, puisque pour rentrer dans la phalange romaine,
c'est-à-dire pour devenir un de ces soldats qui tient le scutum, le bouclier, et qui fait des formations tortues, comme dans les films ou dans Astérix, eh bien, il faut intégrer la première classe censitaire. Donc, la constitution de l'armée va changer. Alors, cela ne veut pas dire qu'on n'intègre pas l'armée romaine quand on ne rentre pas dans la première classe censitaire, mais on intègre des corps auxiliaires. En tout cas, la situation est embêtante dans une cité où, chaque soir, comme tous les soirs, mon cher Minus, on a pour projet de conquérir le monde. Le Sénat va trouver une solution. Alors, sa solution sera de baisser la qualification censitaire, le palier minimal qui fait que, en le passant, vous rentrez dans la première classe. On peut penser que cette décision a eu une certaine efficacité, c'est-à-dire que le corps de la phalange romaine s'est accru. Ceci dit, il y a un autre problème à pointer le bout de son nez. Il semble que les citoyens, à cause d'une situation trop instable, hésitaient à s'installer pour faire des enfants. C'est ce qu'on lit chez certains auteurs romains, oui, un peu comme aujourd'hui finalement. En plus de cela, une partie croissante de la population dans la péninsule italique est faite d'esclaves. Il y avait vraiment une rivalité entre le citoyen et l'esclave. Les citoyens romains se méfiaient, ils avaient beaucoup de mépris envers les esclaves. Pourquoi ? Parce qu'ils n'intégraient pas l'armée romaine. Bon, en même temps, ils n'avaient pas le droit d'intégrer l'armée romaine. Et l'armée, c'est là où l'on va pour devenir un citoyen responsable qui protège la terre. Ensuite, ces esclaves étaient accusés d'être infidèles envers leur maître. Alors ça peut se comprendre, vous êtes mis en état d'esclavage par le vainqueur de votre armée, peut-être que vous n'avez pas envie d'être fidèle à votre maître. En tout cas, il existait à cette époque des révoltes, et pile dans l'époque dont on parle, celle des Gracques, donc dans les années 140-130 avant notre ère, il y a eu de grandes révoltes serviles en Sicile. Enfin, et toujours concernant la crise institutionnelle, il est un phénomène dont je dois vous parler maintenant, c'est celui du clientélisme. Alors, qu'est-ce que c'est le clientélisme ? Pour le dire de manière très simple, le système clientéliste associe d'un côté le patronus au clientes. Alors, comme tout à l'heure, les mots latins ont été repris et on a fait un décalque en français. Patronus, on le traduit par patron, ce qui est très maladroit, voire faux, et clientes, on le traduit par client. En fait, ils n'ont pas une relation commerciale l'un avec l'autre. Le patronus était un citoyen puissant qui devait protection à ses clientes, notamment au niveau juridique. On va voir que c'est très important. Ses clients, de son côté, lui devaient fidélité, particulièrement au moment du scrutin électoral. Et donc le système clientéliste, à ce moment-là, va prendre de l'importance, puisque les gens sont en recherche de protection, comme ils sont fragilisés. Il faut tout de même noter que le système clientéliste n'est noté nulle part dans le droit romain. C'est une institution parallèle à l'institution officielle. À présent, si vous le voulez bien, rassemblons nos esprits et faisons le point sur cette partie. Vous comprenez que la crise que traverse Rome à l'époque est bien plus qu'une simple crise agricole et alimentaire. Il s'agit d'une crise militaire, il s'agit d'une crise institutionnelle. Et on va voir que le problème de la corruption et de l'attribution de la citoyenneté vont encore dépasser tout cela et prendre toute la place dans le débat dans les assemblées romaines. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je voudrais qu'on aborde le remède à la situation. Nous allons parler des propositions de loi sous le tribunat de Tiberius puis de Caius Gracchus. Alors, il faut savoir que Tiberius et Caius Gracchus ont écrit ne serait-ce que des discours. Ils ont bien laissé des écrits, sauf que de ces derniers, il ne nous reste plus rien. Alors, nos sources, nous les trouvons chez d'autres auteurs. Et là, je vais dire quelque chose que je vais certainement répéter dans de nombreuses vidéos. Ce n'est pas parce qu'un auteur romain ou même grec se retrouve dans le rayon Histoire de la bibliothèque que vous devez le considérer comme un historien tel que ceux que nous connaissons aujourd'hui. La méthode de travail de l'historien est en fait tout à fait moderne. Les auteurs de cette époque, dit autrement, avaient un véritable projet d'écriture. Prenons un exemple. Plus tard que nous dépeint Tiberius Gracchus comme un homme extrêmement modéré dans ses propos, dans ses gestes, dans sa vision du monde,
et qui a lentement dérivé, mais à cause de ses adversaires qui l'ont poussé à bout. En vérité, plus tard qu'à un projet moral derrière ces textes. Sous une plume tout à fait différente au 1er siècle avant notre ère, Cicéron évoque Tiberius Gracchus et surtout sa mise à mort. Oh, Tiberius Gracchus mettait en danger la République, on a bien fait de l'assassiner. Il le dit dans un contexte rhétorique lors d'un discours à l'Assemblée qui est porté contre Catilina, un homme qui avait pour projet de renverser la République. Alors à qui devons-nous faire confiance? Eh bien, pourquoi pas à nos historiens à nous, puisque certains d'entre eux, tels que Claude Nicolet, ont fait le travail pour nous, ont trié des sources, les ont comparées et nous ont rendu des synthèses. J'ai par exemple allègrement pioché dans ce livre de Claude Nicolet, Les Gracques, crise agraire et révolution à Rome, que je vous conseille de vous procurer si la question vous intéresse. Que sont les lois frumentaires qu'ont fait voter les Gracques? On les appelle lex Sempronia. Pourquoi? Eh bien parce que lex signifie loi, et que Tiberius et Caius Gracchus appartiennent à une gens, c'est-à-dire à une famille, qu'on appelle la gens Sempronia. Dans l'immédiat, Tiberius Gracchus, l'aîné des deux frères, est le premier à avoir accédé au tribunat. Dans un premier temps, Tiberius fait plafonner le prix du blé. Mais bien sûr, il ne se contente pas que de cela. Il va régler le problème de l'inégalité dans la répartition des terres. Tiberius Gracchus a fait voter une loi qui empêche un citoyen romain de posséder plus de 500 jugères de terre. Alors, 4 jugères valent 1 hectare, et si jamais un certain ministre de l'économie se perd sur cette vidéo, 1 hectare équivaut à 10 000 mètres carrés. Bref, calmons-nous et revenons-nous à nos moutons ou à nos bêtes, c'est le cas de le dire, puisque Tiberius Gracchus interdit aussi de posséder plus de 500 bêtes de petit bétail et 100 bêtes de gros bétail. Ce qui a attiré l'attention des historiens, c'est qu'une telle loi semble bien déjà avoir existé. Alors pourquoi est-ce que Tiberius Gracchus en ferait voter une autre? Ça fait doublon en temps normal. Eh bien, pas vraiment. On peut penser que la première loi n'était tout simplement pas appliquée parce qu'elle n'arrangeait pas les affaires de certains sénateurs. Donc ce que va faire Tiberius Gracchus, c'est qu'il va faire constituer un triumvirat, un groupe de 3 hommes que lui et son frère Caius vont intégrer pour surveiller la restitution des terres et pour ensuite les redistribuer. On peut penser que les 3 personnages du triumvirat n'ont pas réussi à accomplir ce travail de titan. Si les membres de la nobilitas ne rendaient pas les terres, au début on leur demandait une amende. Et puis, par souci de diplomatie, Tiberius Gracchus va renoncer à leur demander l'amende. Mais il y a une autre difficulté à laquelle Tiberius est confronté. Une fois qu'on a donné les terres aux gens, que vont-ils en faire? Ils peuvent très bien les vendre aux citoyens riches et retourner en ville. On n'aura fait, une fois de plus, que nourrir les plus riches. Et à ce moment-là, il a une idée très pertinente. Il va rendre ces terres inaliénables. Cela veut dire qu'on n'a pas le droit de s'en séparer. Celui à qui revient la terre va devoir l'habiter et s'en occuper. Enfin vient un dernier volet tout à fait inédit. Tiberius Gracchus contraint les membres de la nobilitas, ou en tout cas les gros propriétaires, à rembaucher au minimum 1/3 de citoyens libres. Comment le territoire a-t-il changé? Tiberius Gracchus a eu une carrière relativement courte pour des raisons sanglantes que nous verrons plus tard. Caius Gracchus va tâcher de poursuivre son œuvre. Caius Gracchus, c'était un bâtisseur. Il a fait construire des greniers pour des raisons évidentes, mais aussi des routes, ce qui plaira beaucoup aux habitants de la péninsule italique. Et si vous voulez briller dans les dîners mondains, eh bien, c'est Caius Gracchus qui fait installer une borne tous les 1000 le long des voies romaines. Mais Caius Gracchus ne s'est pas contenté de construire des infrastructures. Il est aussi un grand fondateur de colonies. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse tant à cette question de la formation des colonies? Eh bien parce que, comme beaucoup d'autres, il s'est rendu compte que les citoyens les plus importants de Rome, ceux qui avaient une grande clientèle, détournaient l'intérêt premier, l'objectif premier de la fondation des colonies pour placer aux 4 coins de la carte leur clientèle.
Et Caius Gracchus, en mettant la main sur le processus, va neutraliser cette expansion du clientélisme dans la péninsule italique. C'est très malin de sa part. Avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais faire une petite parenthèse. C'est une chose certaine, les Gracques ont agi par esprit de justice. Mais il ne faut pas appliquer notre point de vue moderne sur la question. Ils n'avaient pas pour vocation d'établir une société égalitaire et utopique. Ce genre d'idée nous concerne nous, les modernes. À cette époque-là, certains sénateurs étaient tout à fait favorables aux réformes des Gracques. Et de l'autre côté, du côté de la plèbe, des assemblées de la plèbe et du tribunat, puisqu'il y avait plusieurs tribuns de la plèbe, eh bien certains s'opposaient aux Gracques, et pas uniquement des gens infiltrés par le Sénat. Le but premier des Gracques, c'était de renforcer le prestige de la citoyenneté romaine en quantité et en qualité. Oui, on leur donnait de la terre, ce qui leur permettait de vivre, mais surtout, les hommes retrouvaient une dignité, réintégraient l'armée et redevenaient des individus tout à fait responsables au service de Rome. Alors on peut nuancer cela en se disant que les Gracques, après tout, ont aussi su trouver les mots pour convaincre les sénateurs, et ce n'est pas faux. Passons aux choses sérieuses, car ce n'est pas la crise frumentaire qui a provoqué l'ire du Sénat. En fait, les choses commencent avec les réformes judiciaires proposées et votées par Caius Gracchus. Quelles sont les réformes de Caius Gracchus en matière judiciaire ? La plèbe, à l'époque des Gracques, assiste impuissante à une corruption de la magistrature qui ruine la cité. Et le problème principal, on l'a vu, c'est que les sénateurs et les membres de la nobilitas occupent les sièges des tribunaux chargés de juger la corruption. Eh bien, Caius Gracchus va avoir une idée là aussi très intelligente. Il va changer la constitution des tribunaux et les remplir de chevaliers. Qui sont les chevaliers ? Alors, les chevaliers ne font pas partie de la nobilitas romaine. Les chevaliers sont des hommes qui reçoivent une mission de la part du Sénat, mission qu'on appelle un cheval public. Ces hommes étaient en fait des officiers au service de l'armée romaine, pour la majorité en tout cas. Une minorité s'adonnait aux affaires, ce qui était très mal vu à l'époque. D'ailleurs, la plèbe a fait voter un plébiscite, et oui c'est ça un plébiscite à l'époque, c'est une loi votée par la plèbe, qu'on appelle le plébiscite claudien, et qui interdisait aux sénateurs de s'adonner aux affaires. De leur côté, les chevaliers, eux, n'avaient pas le droit d'intégrer le Sénat. Et donc Caius Gracchus voulait éviter par là ce qu'on appellerait aujourd'hui les conflits d'intérêts. Cette réforme assez pertinente a été, oui, plutôt efficace, mais jusqu'à un certain point, parce que les chevaliers, comme les membres de la nobilitas, font partie de la plus haute classe censitaire pour une bonne partie d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils partagent le même monde culturel, les mêmes richesses, qu'ils font des contrats de mariage les uns avec les autres, etc. Caius Gracchus va aussi en profiter pour protéger ses arrières. Il se souvient de ce qui est arrivé à son frère, et on en parlera à la fin de la vidéo. Il va faire voter 2 lois majeures. La première, c'est la loi qui porte sur le droit d'appel. Qu'est-ce que cela signifie ? Certains hauts magistrats à Rome, pas tous, mais certains hauts magistrats, avaient le droit de faire condamner un citoyen sans jugement. Ces hauts magistrats étaient parfois entourés de bourreaux qu'on appelle des licteurs, et ces licteurs portaient des haches, qui étaient entourées de bâtons, et qu'on appelle les faisceaux du licteur. On les retrouve d'ailleurs sur les armoiries françaises. Ce que fait Caius Gracchus avec son droit d'appel, c'est qu'il permet aux citoyens de demander un jugement pour ne pas mourir à cause du caprice d'un haut magistrat qui agit peut-être à ce moment-là non pas comme un représentant de l'ordre romain, c'est-à-dire à titre public, mais qui agit comme personne privée sous couvert de sa magistrature. Caius Gracchus a aussi fait voter des lois tabellaires, du latin tabella qui désigne la petite tablette. L'idée, c'est qu'à partir de ce moment-là, et pour certains votes,
on va pouvoir écrire son vote sur une tablette. L'objectif étant que le votant gagne en autonomie, puisque le vote devient secret. Ce genre de décision nous plaît beaucoup aujourd'hui, mais sans entrer dans le détail, compte tenu de la manière dont on vote dans les comices et compte tenu aussi du système clientéliste, l'efficacité des lois tabellaires va être très limitée. Qu'est-ce qui a conduit à passer aux armes contre les Gracques? D'où viennent les inquiétudes des sénateurs? On va remonter à la guerre, oui, une fois de plus. Une fois la guerre contre Carthage terminée, il n'y a plus d'ennemis mortels, il n'y a plus de danger imminent qui occupe en permanence les esprits. Dit autrement, les Romains ont le temps de se regarder en chien de faïence. Et à une époque où la corruption fait des ravages, on se retrouve avec de nombreuses innovations en droit romain. C'est-à-dire qu'on a une démultiplication des chefs d'inculpation relatifs à la concussion, à la corruption de fonctionnaires si vous préférez. Et avec les accusations vient aussi un style d'accusation. Je veux dire par là qu'une nouvelle forme d'éloquence, l'eloquentia popularis, s'est développée à cette époque-là. Littéralement, eloquentia popularis, l'éloquence populaire. C'est une forme de discours assez véhément, assez dynamique et surtout très accusatoire, qui était privilégiée par les membres de la petite noblesse locale, si je puis m'exprimer ainsi, cherchant à se faire un nom au forum romain, et ce avec plus ou moins de succès. On peut penser que les Gracques avaient adopté ce style oratoire, et d'ailleurs, on sait qu'ils s'adressaient directement au peuple, et pas strictement aux assemblées. Alors, ce genre de choix existait déjà auparavant, mais eux le faisaient de manière très récurrente. Cela va donner lieu à des inquiétudes du côté sénatorial. Pour quelle raison? Parce que l'homme, qui aux yeux du peuple paraît providentiel, du côté du Sénat, est un potentiel danger contre les institutions. Dit autrement, les sénateurs de manière générale, quels que fussent leurs points de vue envers les Gracques, pour ou contre, ont le souvenir de la royauté, c'est-à-dire de la res privata. Faisons un point très court sur les institutions romaines. Rome part d'une monarchie. Dans cette monarchie, les patriciens ont le pouvoir et ils dirigent les plébéiens. Les patriciens, vous reconnaissez pater dedans, le père, les patriciens avaient leur propre culte, leurs propres augures. Prendre les augures, ça consiste à demander très simplement leurs avis aux dieux pour savoir ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas faire. Eh bien, les patriciens imposaient leurs décisions et leurs augures à l'ensemble de la population sans leur demander leur avis. C'est un système dit de res privata, littéralement d'affaires privées. Des personnes privées dirigent l'ensemble de Rome. Ensuite vient la res publica, l'affaire publique. Le pouvoir est partagé parmi des assemblées et parmi des magistrats. Et lorsqu'on voit Tiberius Gracchus monter en puissance, devenir de plus en plus populaire, eh bien on s'inquiète. Peut-être est-il un futur tyran qui va renverser la République et rétablir la monarchie. Comment la nobilitas a-t-elle contre-attaqué? Par les voies habituelles, c'est-à-dire l'infiltration du tribunat. Ils ont pu placer des hommes à eux pour mettre des bâtons dans les roues des Gracques. Ce qui a plus ou moins bien marché. Tiberius Gracchus a quand même dû faire destituer un autre tribun, ce qui n'était pas forcément bon pour sa réputation et les rumeurs de tyrannie qui tournaient autour de lui. Ensuite revient dans la bouche de certains sénateurs, ceux qui s'opposent à Tiberius et Caius Gracchus, une formule assez récurrente et de plus en plus récente dans les années qui vont venir. Les Gracques sont accusés d'agir contra rem publicam, contre la République. D'un côté, vous avez donc les Gracques, qui utilisent vraiment tous les pouvoirs du tribunat à leur disposition pour agir sur le levier de la loi, levier qui échappe aux sénateurs à ce moment-là. Et de l'autre, vous avez des sénateurs inquiets pour les institutions qui petit à petit vont se convaincre, parce qu'il faut protéger la République, vont se convaincre qu'ils incarnent les institutions romaines. La République, c'est eux. Or, et là, vous voyez tout le paradoxe,
On a dit que les bienfaits qu'apportait la res publica, c'était surtout de ne pas être une res privata, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un petit nombre d'hommes qui agissaient à titre privé. Et si les sénateurs se mettent à penser, pour rester dans la tambouille latine, qu'il faudrait agir manu militari pour protéger la République, on arrive quand même à un beau paradoxe. Venons-en au fait. Qu'est-ce qui va déclencher des hostilités ? Tiberius Gracchus a vraisemblablement proposé d'étendre le droit de cité à des populations non quirites. Le droit de cité, c'est ce qui fait que vous êtes citoyen. Dit autrement, vous avez des peuples qui ne sont pas citoyens romains et qui, sur proposition de Tiberius Gracchus, vont le devenir, en tout cas si la loi est votée. On ne connaît pas exactement la portée de cette loi, on ne sait pas trop quelle population était concernée exactement. En tout cas, c'était suffisant pour que les sénateurs se mettent à trembler. Oui, parce que les forces citoyennes vont drastiquement changer à partir de ce moment-là. Gardons à l'esprit que l'entente entre les cités pérégrines et le Sénat romain n'est pas vraiment cordiale. D'une part parce que les cités pérégrines ont été soumises, il est normal que cela leur reste en travers de la gorge chaque fois qu'elles doivent verser un tribut matériel ou bien un tribut en soldats lorsque Rome veut faire ses guerres, et ensuite parce que le souvenir des punitions pendant les guerres puniques et même après est absolument désastreux. Les cités qui ont trahi ont été durement châtiées. On peut parler, dans certains cas de figure, d'extermination votée au Sénat. Ainsi, lorsque Tiberius Gracchus fait destituer un autre tribun pour faire avancer ses propres affaires, lorsqu'il se tourne devant le peuple et pas directement devant les assemblées, lorsqu'il se promène dans le forum en habit de deuil avec son fils pour attirer la compassion des gens, cela passe encore, on est sur la limite, me direz-vous, mais lorsque Tiberius Gracchus souhaite étendre le droit de cité à d'autres populations, il devient, pour de nombreux sénateurs, le fossoyeur de Rome. Assassiner Tiberius Gracchus, c'est empêcher la naissance d'un futur tyran. Scipion Nasica, Pontifex Maximus, c'est le titre du prêtre le plus important à Rome. Cousins des Gracques, ils étaient tous descendants de Scipion l'Africain, le vainqueur de Carthage. Scipion Nasica prend la décision personnelle de traverser le forum en poussant un cri de ralliement militaire. Il arrive jusqu'au Sénat et en 133 avant notre ère, on peut le dire enfin, Tiberius Gracchus a vécu. Au siècle suivant, dans ses Catilinaires, un discours porté contre Catilina qui voulait réellement renverser la République romaine, Cicéron salue cette décision de Scipion Nasica. Il la salue d'autant plus qu'il a agi, précise-t-il, à titre d'homme privé, parce que Tiberius Gracchus, lui, agissait contra rem publicam, contre la République. Ce sont les mots de Cicéron. Bien sûr, l'assassinat de Tiberius Gracchus va donner lieu à de nombreux débats à l'Assemblée. Ce qui s'est passé, il faut le justifier. Et non, c'est injustifiable. Malheureusement, cette scène va recommencer avec Caius Gracchus en 122 avant notre ère. On a plusieurs versions de ce qui s'est passé. Visiblement, on assiste à l'intérieur de Rome à une espèce de jeu du chat et de la souris entre Caius Gracchus et les sénateurs, qui finissent, et c'est ce qui nous intéresse le plus, par prendre une décision très particulière. Les sénateurs, lorsqu'ils veulent prononcer une loi qui tienne durablement, font voter une lex. Mais lorsqu'ils veulent prendre une décision pour répondre à une situation anecdotique, par exemple donner l'autorisation à un général de lever des armées pour aller sur tel ou tel territoire, par exemple construire tel bâtiment, ou bien prendre une décision contre un citoyen romain. Ils votent ce qu'on appelle un senatus consulte. Et ce qu'il y a eu de particulier avec Caius Gracchus, c'est qu'on a de très grandes chances de penser que les sénateurs ont fait voter le tout premier senatus consulte ultime.
Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'ils se sont remis les pleins pouvoirs pour agir contre Caius Gracchus. Cette décision du Senatus Consultum est très étonnante. Pourquoi? Parce que l'arsenal juridique existe déjà pour remettre les pleins pouvoirs à un seul homme. On va voter l'établissement d'un dictateur pour une durée de 6 mois. Ce qu'on peut faire à l'heure actuelle dans la République française, pour ceux qui s'en inquiètent. Eh bien, il faut savoir qu'à cette époque-là, à Rome, cela se faisait souvent. Pendant les guerres puniques, ça s'est beaucoup fait. Mais là, non. Là, les sénateurs vont globalement gagner en puissance avec ce Senatus Consultum. 2 dernières anecdotes, une un petit peu cynique et une beaucoup plus douce. Les têtes de Tiberius et de Caius Gracchus auraient été échangées contre leur poids en or. On a aussi mention de 2 statues, des statues donc de Tiberius et de Caius, sur le forum romain qu'on n'a pas retrouvé, on ne sait pas si elles ont existé, mais apparemment elles ont bien été érigées, et les gens de la plèbe venaient leur faire des offrandes, comme on le ferait à une statue de divinité. Par la suite, eh bien, vous vous demandez ce que sont devenues les lois des Gracques. Elles ont assez rapidement été détricotées les unes après les autres. Cependant, leur œuvre a façonné la vie politique romaine pour longtemps. On va avoir à partir des Gracques 2 camps dans le monde politique romain. D'un côté, les optimates, littéralement les très bons, et de l'autre côté, les populares, littéralement les populaires. Pendant la première guerre civile romaine entre Sylla et Marius, ces 2 camps vont s'opposer. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager. Je sais que tout le monde vous le dit, c'est un grand secours. On le pense vraiment quand on vous dit que c'est un grand secours et que ça nous aide beaucoup. Et je voudrais terminer en pensant à la crise agricole actuelle et aux véritables victimes de cette crise agricole, oui. Je pense aux pétulantes vaches du salon de l'agriculture qui, dans leur meuglement de désespoir, hélas, comme l'écrivait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, ne savaient pas, das Monsieur Chirac tot ist. Je vous remercie.